Bonsoir à vous et bienvenue dans cette petite vidéo, petite ou grosse, je ne sais pas. Je viens d'allumer l'enregistreur, je ne sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien, je sais à peine de quoi je vais parler et je vais faire une sorte de podcast. Voilà, et ça c'est une sorte de test en fait, pour savoir si je suis pas trop mal et aussi un peu pour m'entraîner à l'oral. Et donc ces idées de podcast viennent d'une personnalité que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ayenke, qui a fait et qui fait encore des podcasts allant jusqu'à 7 heures je crois, ouais, de podcasts en continu, ce qui est très long, hein, on va se l'avouer, que ce soit à faire ou à écouter. Et je trouve que à chaque fois c'est très pertinent, c'est très intéressant. Et du coup je voulais essayer, je voulais savoir comment c'était, sachant que je me suis toujours dit que ça devait être assez épuisant. Et là je viens de faire 15 minutes où je parlais un peu dans le vide. Enfin, pas dans le vide, mais comment dire. Je me suis perdu et voilà, j'ai décidé d'arrêter pour reprendre un enregistrement. Et donc cette idée de podcast, puisque je sais pas de quoi je vais parler, on va parler du concept. Hein. Donc cette idée de podcast me vient de ça, et aussi parce que je me suis mis à Cybèle. Je sais pas si vous connaissez Cybèle, mais c'est vraiment super bien. J'ai appris ça avec un pote. Qui m'a fait apprendre ça, moi qui écoutais quelques podcasts mais qui n'arrivait pas à trouver l'application ou quoi pour les écouter tout simplement, ou une plateforme où je pourrais écouter du podcast. Et bien là j'ai été servi mon coco. Putain. Ouais, les expressions qui sont pas mal. Et donc je me suis fait l'intégrale des 2 minutes du peuple, de plein de choses, les pelles râteaux, tout ça, si vous voulez des petits conseils. Et c'est franchement pas mal comme application, c'est sympa, ça ressemble beaucoup à Netflix dans son ergonomie, et surtout dans sa manière de faire. Mais franchement c'est très sympa, il n'y a pas beaucoup de pubs. Après ça dépend aussi des programmes, il y en a, des fois il y en a pas. Et je crois que c'est intégré même au fichier audio, donc voilà. Donc je vous conseille Cybèle, qui est vraiment pas mal, et moi je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance, même si là je pense pas que je vais le foutre sur Cybèle, je sais même pas si je pourrais. Mais donc là ça va traîner peut-être sur mon PC ou aller sur YouTube, je ne sais point. En tout cas, je suis là, et je suis là pour parler. Donc de quoi parler ? De choses qui me passionnent. Et en ce moment, ce qui me passionne, c'est Resident Evil. Et oui. Et quand je parle de Resident Evil, c'est pas le 3, quand je parle du 3, c'est le remaster du 3. C'est pas le remaster du 2 non plus. C'est pas le 7, ni le 6, ni le 5, ni le 4, ni les révélations. Voilà. Ni, pour ceux qui savent, hein, voilà, des Dark Side Chronicles, j'arrive pas du tout à le dire. Ou encore les opérations Raccoon City, je crois que ça s'appelle comme ça, ou d'autres conneries du genre. Non, moi je parle du premier Resident Evil, mais pas n'importe lequel non plus. Je parle de Resident Evil Rebirth, et pas non plus n'importe quel Rebirth. Je parle de Rebirth en remaster HD. Donc là, ça commence à faire. Donc c'est la version qui était sortie sur GameCube, mais qui est un peu plus lissée. Même s'il y a des décors où il y a des gens qui disent que les décors sont moins beaux, moi je trouve que le jeu est vraiment pas mal. Au niveau de ses graphismes et tout ça, mais c'est plus au niveau de la jouabilité qu'il est vraiment excellent. Et donc, ce Resident Evil là, parce que je vais pas parler des autres, sinon on va parler de ceux que j'ai joués, et j'ai pas joué à grand chose en Resident Evil. C'est pour ça que j'ai voulu recommencer cette saga par le premier. Mais comme je suis pas maso et que je suis très dur sur les jeux de la PS1, j'ai voulu me faire Silent Hill il y a quelques années sur PS1, enfin sur un émulateur de PS1,
Et ouais, ça a pris un coup, et j'ai beaucoup de mal avec les anciens jeux de PS1 qui ne sont pas remaster. Voilà, c'est cadeau. Et donc, ce remaster, que dire sur lui? Parce que beaucoup de choses ont été dites sur celui-ci, mais qu'est-ce que je pourrais dire pour ajouter ma petite pierre à l'édifice? Eh bien, déjà, dans sa vue d'ensemble, alors, je peux pas juger tout puisque je l'ai pas fini. Donc déjà, ça annonce la couleur. Voilà. Je suis un peu dans la merde. Bon, on va faire avec. Ce remaster, qu'est-ce que j'en pense déjà? Eh bien, je trouve que c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. Que franchement, pour être honnête, hein, en termes de jeu d'horreur, c'est peut-être l'un des meilleurs auxquels j'ai joué. Même si j'ai joué à très peu de jeux d'horreur, mais en tout cas, celui-ci est vraiment excellent. Dans le sens où il a pas vraiment de jumpscare, même s'il en a quelques-uns. Euh, alias les fenêtres avec les petits chiens, ou même certains hunters qui peuvent très vite surprendre. Mais c'est vraiment un jeu où on doit jouer sur l'ambiance. C'est pas un jeu... en tout cas, moi, j'arrive pas à y jouer longtemps. Pas parce qu'il m'ennuie, parce que j'avais parlé avec un pote et on disait que le jeu était assez lassant. Mais au fond, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt... moi, c'est vraiment une ambiance qui me colle et que j'ai du mal. Je me sens à chaque fois pris dans le jeu et je me sens dedans. Et même un peu agressé, en fait. Et comme si j'étais sans défense contre tous ces zombies, et j'y étais vraiment. Donc c'est ça qui me fait vraiment apprécier ce jeu, même si je passe pas des fois les meilleurs moments de ma vie. Et qu'il y a quelques soucis dans... comment dire, dans certains moments assez complexes. En tout cas, c'est plus la rage qui prime que la peur. Je pense à certains requins, pour ceux qui connaissent, qui m'ont bien fait péter quelques câbles. Mais bon, j'ai continué quand même. Je me suis pas laissé dérouter par ça. Et je préviens, mais dans cette vidéo-là, ou dans cet audio-là plutôt, je ne vais pas le comparer à la version originale, puisque je n'ai pas joué à la version originale. Voilà, donc ça c'est dit, j'ai tout de suite exclu ça, et je vais prendre ça comme si ce n'était pas un remaster, mais comme si c'était un jeu à part entière. Voilà, qui était, bon, pas sorti aujourd'hui, hein, quand même, je vais pas dire ça, mais... Oh si, bon, de toute façon ça je m'en fous, hein. Je m'en fous de la date auquel il est sorti, moi je prends le jeu en tant que tel. Et donc au niveau de la peur, je trouve que les caméras, pour ceux qui connaissent, hein, encore une fois, vous savez très bien que ce sont des caméras qui ne suivent pas les joueurs, mais qui sont fixes, et qui sont dans un endroit dans la pièce, ou dans les airs, qui peuvent faire un mini travelling, mais vraiment un minuscule, un mini travelling sur vous, et qui sont plus ou moins loin de votre personnage, et qui peuvent même, vous voyez, la caméra est à droite, et d'un coup elle passe à gauche, donc au niveau du déplacement, voilà, ça change de direction au niveau de l'analogue, ou du joystick, c'est vous qui voyez comment vous appelez ça. Et donc, on pourrait se dire que c'est très déroutant. Et ben non. Enfin, moi en tout cas, ça m'a pas du tout dérouté pour une chose, c'est que quand vous allez dans une direction avec une caméra, tant que vous restez dans cette direction avec l'analogue, eh bien, vous ne changez pas de direction. Enfin, vous ne changez pas de direction de déplacement. Oui, bon, on avait compris. Et c'est à partir du moment où vous lâchez l'analogue, ou alors que vous allez dans une autre direction, que là, cette fois, la direction va changer. Mais du coup, ça rend le jeu plus fluide. Ça donne une certaine fluidité qui nous déroute pas. Et ces caméras ont un sens, en fait. Je leur ai trouvé une utilité qui peut être vraiment...
j'aurais trouvé un aspect qui est vraiment utile dans le sens de l'horreur, puisque ça instaure une certaine claustrophobie. Et oui, on a juste un endroit qui est visible, et non, c'est pas vraiment claustrophobie que je devrais dire. Alors, remarque, dans certains endroits, si un peu, parce qu'on se sent un peu à l'écart, à l'écart, qu'est-ce que je dis, à l'étroit, enfermé dans certains endroits, surtout les cul-de-sac, où on a l'impression qu'on peut pas en sortir. Et ce qui donnerait pas le même effet si on avait une vraie caméra, une caméra qui suivait le personnage, pardon. Et donc ça nous donne une peur qui est bien exploitée dans beaucoup de choses, et surtout dans les films d'horreur, qui est la peur de l'inconnu. Et oui, là on va surtout voir, on va surtout entendre les zombies, ou les ennemis en tout cas en général, et on va pas savoir forcément d'où vient la menace, même si moi ce que je vous conseille, c'est, si vous l'avez sur PC en tout cas, c'est d'y jouer avec des écouteurs, puisque le son est en stéréo, et donc s'il y a un zombie qui est à gauche, et ben vous entendrez le à gauche. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, car généralement les jeux sont en stéréo, hein, je pense, mais on y joue sur une télé. Les Rebirth, on pouvait pas y jouer avec des écouteurs, mais là le son a été remis pour pouvoir être en stéréo et bien correspondre quand on a des écouteurs ou un casque. Et en plus d'avoir un casque, je trouve que ou des écouteurs, ça met dans une ambiance, une certaine intimité avec le jeu. Et donc, c'est cette peur de l'inconnu, et même certains plans de caméra qui peuvent surprendre. Par exemple, dans un moment, quand on quitte une pièce, ah oui, je reparlerai ensuite de ce qui se passe quand on quitte une pièce pour aller dans une autre, eh bien la caméra est fixée sur vous. Enfin, comment dire, imaginez vous êtes chez vous, et vous voyez vous-même dans un coin de la pièce. Voilà, imaginez, vous êtes dans une pièce totalement carrée, et le mur de gauche est sur vous, mais un peu incliné vers une porte que vous venez d'ouvrir. Cette porte, vous l'ouvrez, et dès que vous êtes devant le palier de cette porte, boum, vous voyez de face. Direct. Totalement de face. Et vous ne voyez pas devant vous, du coup. Et ça m'a un moment terrifié. Puisque il y a un moment où il y a cette caméra, sauf que, on va revenir avec ce que je disais, hein, sauf qu'il y a des fenêtres qui explosent. Et les fenêtres qui explosent, on sait tout ce que ça veut dire dans Resident Evil, ça veut dire caca culotte. Sauf que là encore, c'est encore plus approfondi, puisque c'est pas une ou deux, ni trois, mais bien quatre fenêtres qui explosent. Elles explosent un peu au fur et à mesure. Et donc, quand on a notre visage comme ça, qu'on sait pas ce qu'il y a devant, et même puisque ça faisait un moment qu'on était venu par là, qu'on sait pas où sont les fenêtres, on a l'impression qu'elles sont juste à côté de nous. Là, je peux vous dire que ça fait flipper. Surtout quand vous jouez dans la nuit, bien sûr, et que vous vous mettez dans les bonnes conditions. Et ça, franchement, c'est des choses que je trouve vraiment très astucieuses dans le jeu, qui m'ont surprise. Et bon, je disais tout à l'heure, oui, je m'en fous de l'époque, mais non, enfin, faut pas s'en foutre non plus. Mais pour un jeu qui est assez vieux, hein, tout de même si le remaster date de 2015, mais bon, c'est juste le filtre HD. Et bah, je trouvais ça très astucieux et très créatif de leur part, et que ça, d'un côté, ça apporte une vague de fraîcheur par rapport au jeu actuel où la caméra c'est soit en vue subjective, ce qui peut être très intéressant. Alors là, je critique pas du tout, mais c'est juste ça change en fait, tout simplement. Parce que moi, j'ai pas l'habitude non plus à jouer à des jeux où les caméras sont fixes, mais plutôt à des jeux à des DPS ou TPS, pardon. DPS, dégâts par seconde.
mais oui, à des TPS ou à des FPS, tout ça, ou même tout simplement à des jeux en 2D, voilà. Et ça m'a beaucoup surpris. Aussi, il y a d'autres choses comme certaines cinématiques, enfin ce que j'appelle les cinématiques, mais les moments où on peut pas jouer techniquement, et qui a suivi ma première mort, qui était pour récupérer une clé. Eh bien, il faut, enfin, à un moment, vous voyez, vous allez dans une pièce, vous voyez des statues avec des mecs en armure, et il y a un mec qui a une armure avec des pics dessus. Et ça parle de la mort. Donc la mort est un commencement, la mort est la clé, vous voyez, enfin des petites énigmes bien sympas, avec des phrases un peu mystérieuses comme ça. Et donc, au milieu de cette pièce, qui est une sorte de couloir, nous avons une clé sur un piédestal. Nous pouvons prendre cette clé, et à chaque fois que vous prenez un objet, vous avez un menu qui apparaît, et on voit la clé, qui apparaît du coup aussi, et un petit message qui fait voulez-vous prendre cet objet? Donc là, moi je me suis dit non, voilà, on va pas prendre l'objet tout de suite, et j'ai voulu quitter la salle. Mais après je me suis dit, par curiosité pour savoir ce que ça fait, au moins maintenant je saurai ce que ça fait. Donc je vais vers la clé, je la prends, du coup je mets oui au truc, et là ça déclenche une petite cinématique. Et on voit que les murs se rapprochent pour mettre une sorte de couloir, donc ça nous isole, et là il y a le bouclier avec des pics qui commencent à tourner, et on voit ça, et là c'est fixe, c'est aussi fixe, et c'est fixe sur notre personnage, et on entend le bouclier qui se rapproche et qui tourne. Et donc en entendant ça, moi je commence à paniquer, je fais merde, comment je fais pour le remettre? Donc j'appuie sur A, qui est normalement le bouton pour interagir, et je vois que ça marche pas. Je fais oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais crever quoi. Et donc voilà, je reste bloqué, j'essaye d'appuyer sur A, je fais non, ça se trouve il y a un bug et tout, je mets le menu, et je commence à réfléchir, je me fais, bon ok, qu'est-ce que je fais? Ça se trouve je peux partir avec la clé, ou peut-être pas, ou peut-être que je dois la changer, et j'arrive pas, enfin je sais pas, je trouve pas de solution, et là je repense à la phrase, la mort n'est qu'un commencement. Donc là je me dis, je n'étais pas mort dans le jeu avant ça, et je me suis dit, ok, la mort n'est qu'un commencement, eh bien, commençons, justement. Et je me suis rendu compte que le commencement, je me suis bien foutu dans le cul, quoi. Enfin, voilà. Donc, le commencement, c'est juste un bon gros game over, et qu'il faut revenir avant. Parce que moi, j'avais pas sauvegardé, du coup, j'avais recommencé le jeu, et j'étais un peu deg. Mais voilà, enfin, c'est l'histoire de ma première mort, et d'une scène qui était vraiment bien faite pour un début de game, alors qu'il n'y avait pas d'ennemis. Ça, c'est vrai que c'est marrant. Et aussi, un truc qui est vraiment bien avec Resident Evil, et là, pour faire la transition avec la mort, enfin la mort que j'ai vécue dans ce jeu, eh bien, c'est les énigmes. Justement, et je trouve que ça donne une force, et moi ça me fait penser à un jeu que vous connaissez sûrement, qui est Zelda Ocarina of Time. Alors oui, comparer Resident Evil et Zelda, c'est un peu comparer le coq à l'âne, mais ça ne sort pas de nulle part, puisque vous voyez, par exemple, une énigme à la con. Je vais partir sur Zelda Ocarina of Time. Un moment, au début du jeu, vous, Link, petit, vous devez aller voir Zelda, lui dire un message et tout, de la part de l'arbre Mojo. Pour ceux qui connaissent, après, pour ceux qui connaissent pas, tant pis, enfin voilà, c'est pas grave, du moment que vous avez l'idée, c'est le principal. Et pour ça, vous devez vous faufiler et tout, et à un moment, vous arrivez devant des caisses avec un fermier qui dort. Donc vous réveillez le fermier avec une poule. Bon, ça c'est du détail.
Et vous avez des caisses. Et les caisses, vous devez les déplacer. Enfin, vous pouvez les déplacer en tout cas. Pour passer un passage où vous devez étaler les caisses. Enfin, étaler. Vous devez jeter, non, pas non plus ça. Enfin, en tout cas, il y a un... Je vais vous expliquer plutôt l'espace qu'il y a. Donc, vous êtes petit Link qui est entre le mur du château, séparé par une douve, et du coup le sol qui est un peu dans la cour du château. Enfin non, pas la cour, mais l'extérieur du château. Enfin, voilà. Et vous devez passer la douve, tout simplement. Et pour ça, vous avez des caisses. Et donc vous devez déplacer les caisses de façon à ce que ça vous fasse un chemin pour pouvoir accéder à l'endroit où l'eau est rejetée du château pour aller dans la douve. Donc vous le faites, et là vous allez vers le château, et vous rentrez dans le château. Et bien dans Resident Evil, pour revenir à ça quand même, c'est notre sujet de base, et bien à un moment vous devez prendre des caisses, les déplacer, les mettre dans l'eau, et ça vous donne l'accès à une nouvelle zone de jeu, remplie d'eau cette fois. Bon après, dans celle-là c'est pas vraiment ça, mais voilà. Mais du coup, c'est ce genre de petite énigme qui me fait beaucoup penser à Zelda. Ou même des choses beaucoup plus astucieuses, comme devoir faire une sorte de puzzle pour ouvrir une petite caisse en examinant les objets. Et ça, je trouve ça incroyable. Enfin, incroyable, on va pas dire ça non plus. Mais je trouve que c'est des idées, mais super bonnes, et qui diversifient même le gameplay, qui donne des certaines pauses, qui nous fait un peu souffler, pour pouvoir... Enfin, après je dis que ça fait des certaines pauses, mais ça met pas le jeu en pause. Je veux pas dire ça, ça le continue très bien. Et enfin... Non, ça s'intègre très bien, donc ça nous permet, oui, juste de souffler, mais ça fait pas des pauses non plus. Alors remarque, ouais, si quand même. Mais c'est bien intégré, enfin, c'est pas une mauvaise chose du tout. C'est ce que je veux dire. Et c'est utile. C'est très utile même. Et je trouve, enfin après, bon, par contre au niveau de la cohérence, voilà, enfin, qui ferait ça, je ne sais point. Enfin, après, à part peut-être notre cher Spencer, qui est l'antagoniste du jeu, avec l'autre, que je ne dirai pas pour ceux qui ne connaissent pas, parce que si vous ne connaissez pas Resident Evil, jetez-vous dessus. Enfin franchement, à part si vous êtes curieux de savoir comment on faisait des jeux d'horreur avant et comment on arrivait à bien vous faire flipper, jetez-vous dessus. Franchement, il coûte pas cher. J'ai eu le 0 et le 1 à 5€. Alors, je vois pas ce qui vous bloque, à part si vous avez pas de PC. Mais même sur PS4, par exemple, il y est. Ou sur Xbox One, bah, je sais pas. Bah, si vous avez une Xbox One, bon, là je peux rien pour vous, hein, c'est votre choix. C'est vous qui faites l'erreur, mais bon. Et donc, pour revenir à Resident Evil, de quoi on parlait? De l'antagoniste, voilà, Spencer, les énigmes. Donc nous étions aux énigmes. Et pour revenir voilà, à mon expérience, je ne sais pas si je vous ai parlé d'un moment où je m'étais trompé. En fait, je croyais que c'était une énigme. Et en fait, on n'était pas du tout une, c'était simple comme tout. Donc c'était au tout début du jeu où nous sommes dans une pièce où il y a une statue avec une femme qui tient un vase. Et donc la caméra est posée juste devant ce vase, enfin devant cette femme, enfin juste à côté plutôt. Mais donc il nous montre un peu l'intérieur du vase, et dans ce vase, ça clignote. Donc là, quand on voit que ça clignote, ça brille, ça se voit gros comme une maison, on se dit, c'est un objet à prendre. Donc, moi je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est comme dans Zelda, dans certains cas, avec l'arc, à un moment on débloque un arc, ou même avec comment ça s'appelle ça, le lance-pierre, on peut tirer dans des objets, ou même dans des ennemis, qui les font tomber. Moi, logique de Zelda, je tire dans le vase,
pour essayer de le faire tomber. Mais déjà que pour viser sans visée automatique dans Resident Evil, franchement, faut y aller. Mais aussi et surtout, c'était pas la solution en fait. Et du coup, j'ai perdu 3 balles. Et 3 balles dans le jeu, bon, ça c'est des balles de pistolet, mais c'était le début. Et du coup, ça fait mal au cul quand même. Parce que les balles, on les compte sur le doigt de la main. Hein. C'est pas Call of Duty ou même un autre jeu où là, c'est pas du tout le but. Après, je critique pas Call of Duty parce qu'on doit pas économiser nos balles, c'est normal. Enfin, si on devait faire ça, franchement, ce serait pas le même jeu. Et là, c'est un jeu d'horreur, donc c'est totalement justifié. Et cet aspect-là donne un certain aspect de survie, mais en même temps, ça donne aussi un certain aspect de bourrin, parce qu'il y a des boss, et ces boss, on y va au lance-grenade, quoi. Donc quand on y va au lance-grenade, c'est vrai que ça perd un petit peu en subtilité, mais bon, ça fait le charme du jeu, en quelque sorte, et ça appuie le côté très film américain. C'est un mélange entre une sorte de vieux film de Romero avec un Expandables. Et ça rend la chose un peu drôle en soi quand on voit de loin. Mais ça s'accorde bien. Même si, après au niveau scénario, c'est toujours ça un peu le hic. Même si c'est pas le plus intéressant. Puisque, par exemple, moi je joue Jill. Après on a le choix entre... Putain, j'allais appeler Mike. Entre Chris et Jill. Chris Redfield, qui est le héros des Resident Evil, le plus connu, le plus mythique, qui est le héros du 1, de Code Veronica, je sais même plus si... Ouais, je sais même plus. Du 5, aussi du 6, et pas du 7. Bon, non, pas forcément, en fait, mais c'est une figure emblématique de Resident Evil, et Jill, qui est sa pote, sa coéquipière, voilà, du Stars, qui sont pourtant que une sorte d'escouade, de petite escouade armée de petits flingues pour aller dans un manoir. Donc après, voilà, qui sachent se servir d'un lance-patate et tout, passe encore, et encore, je peux pas dire grand chose, puisque après, c'est des membres du Stars, et les Stars, ouais, c'est une brigade d'assaut, donc normalement, il doit savoir se servir de ce genre d'arme. Bon, peu importe, de toute manière, enfin voilà, ça c'est pas le genre de truc sur lesquels on doit tiquer, mais sauf que moi je suis chiant, donc je casse les couilles. Et donc, je sais plus où j'en suis. Donc on va partir sur un autre sujet, hein, voilà. Il y a aussi le principe des notes. Alors je ne pense pas que ça soit Resident Evil qui a inventé ce truc-là, ce principe, mais qui marche très bien, puisque ce sont des notes qui sont utiles au gameplay, qui sont pas juste utiles au scénario, comme une certaine note qui nous permet de faire une sorte de poison pour détruire une plante. Voilà. Alors je dis pas où, je dis pas quoi, je dis pas comment, mais on a une note avec des ingrédients chimiques qui nous permet de détruire une plante. Et c'est franchement, c'est amusant. Et on se sent on se sent intelligent en fait à chaque fois qu'on réussit à faire ce genre d'énigme qui se fait petit à petit, qui voilà, prend son temps, et qui tout simplement nous fait plaisir, hein. Enfin moi en tout cas me fait plaisir. Après, oui, il y a quoi d'autre? Alors ça, très très important, comment ne pas passer à côté, la gestion de l'inventaire. Oh là 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 là. Après, j'ai pas vu grand chose là-dessus, vous me direz, mais je trouve, en tout cas de tous les jeux que j'ai joués, que c'est l'un des meilleurs jeux dans ce qu'on appelle la gestion de l'inventaire. Parce que l'inventaire, en fait, est constitué de... Enfin, ça dépend du personnage, parce que normalement, c'est 6 cases avec Chris, il me semble, et 8 cases avec Jill. Moi, j'ai pris Jill, donc voilà. Après, on sait pas pourquoi elle a des cases en plus. Comme vous êtes peut-être des petits coquins, mais voilà, j'ai peut-être ma petite idée. Et donc Jill qui a plus de cases et qui est plus facile, hein, justement à avoir l'inventaire, qui a en plus un truc de serrurier. Il me semble que Chris ne l'a pas, ce qui nous permet d'ouvrir certaines portes
que Chris ne peut peut-être pas ouvrir, je ne sais pas s'il peut l'ouvrir, mais en tout cas voilà. Et aussi on a Barry Burton, qui nous sert à beaucoup de choses quand même, hein, qui est très sympa. Voilà, quand t'es dans la merde, un bon petit coup de Barry, ça fait du bien. Qui nous donne quelques munes de lance-grenades ou encore des sprays de soins. Et du coup, les sprays de soins, j'ai fini par les collectionner, tellement je me prends pas de dégâts dans le jeu. Parce que moi c'est simple, hein. C'est soit je prends pas de dégâts, soit je meurs. Puisque généralement ça veut dire que j'ai plus de munes. Et j'arrive pas à me soigner en fait, tout simplement. Ou si, mais bon, enfin voilà, on va pas partir aussi loin. Et j'ai perdu le fil encore une fois, ça c'est... Ouais, ça... si j'en refais des trucs comme ça, hein, des audios, des podcasts, va vraiment falloir que je me mette à organiser mes trucs, mais bon là c'est un premier jet. Donc ouais, les pièges, l'inventaire, voilà l'inventaire, putain j'étais sur l'inventaire. Inventaire, comme ça je vais pas l'oublier. Même faudrait que je le note quelque part. Je vais prendre mon petit stylo très pratique et je vais noter ça sur une feuille. Inventaire, il faut aussi que je n'arrête pas de parler. Inventaire, voilà. C'est bon, j'ai fini de l'écrire. Donc cet inventaire, qu'est-ce qui va nous servir? Eh bien, bien sûr, vous pouvez transporter plusieurs munitions, voilà, en une seule case, et ça c'est tant mieux, hein, heureusement, même si ça paraît peut-être un peu ridicule, qu'on puisse prendre une caisse de fusil à pompe, à avoir plusieurs même, pour avoir plusieurs d'autres balles, beaucoup de balles, mais on peut pas prendre deux clés, voilà, ça c'est peut-être un peu con, mais bon, c'est le jeu et ça passe quoi. Enfin, on se pose pas trop de ce genre de questions généralement. Ça passe quand même. Et donc il va falloir faire des choix dans ce qu'on va prendre. Et oui, on n'est pas toujours équipé de notre lance-grenade à tous les ennemis, tout ça. Et notre meilleur ami sera bien sûr notre arme de poing qui sert un peu d'arme principale. Là on a plus de munitions, qui fait peut-être le moins mal, mais qui permet au moins des fois de stunt certains ennemis, comme les hunters, qui suffit d'une balle pendant qu'ils sautent pour les arrêter. Et donc ensuite, pour les petites astuces, on a juste à prendre un petit fusil à pompe, ou même le magnum hein, pour certains, mais ça c'est assez extrémiste, je trouve, puisque voilà, le magnum c'est une arme dont on doit prendre soin. Vous me direz le lance-grenade aussi, mais j'ai moins de respect pour le lance-grenade. Parce que le Magnum est beaucoup plus stylé. Et surtout que c'est l'arme de Barry, notre fameux Barry. Ah, remarque, je sais même pas. Si, pour moi il a un Magnum. Hein. Mais bon. Du coup, oui. L'inventaire. Et du coup, l'inventaire, vous allez devoir l'organiser. Vous allez devoir être très organisé. Puisque vous allez aussi devoir organiser votre coffre qui est presque infini, hein, franchement, celui qui va réussir à remplir le coffre de Resident Evil, je lui tire mon chapeau, hein, parce que là, il y a pas mal de place. Et donc ce coffre, c'est votre ami, hein, votre meilleur ami même, car vous allez pouvoir tout bien avoir, utiliser tout quand vous pouvez, et quand vous le voulez, enfin, il va falloir faire un petit aller-retour, mais voilà. Et ce coffre, en fait, va tout simplement... alors, c'est assez péjoratif, hein, ce que je vais dire, mais je le pense pas du tout. Enfin, si, non, je pense pas péjorativement, mais voilà. C'est un aspect du jeu. Ça va ralentir le jeu. Ça va le ralentir, ça va lui donner une sorte de durée de vie en plus. Parce que je vais pas compter le nombre, enfin le temps immense que j'ai passé à faire des allers-retours pour aller récupérer 2-3 herbes. Parce qu'il faut pas trop vider son inventaire au cas où il y a des ennemis qui repopent. Surtout qu'il y a des ennemis qui sont, par exemple, vous tuez un zombie, il meurt, hein, voilà, tranquille. Vous revenez un peu plus tard, et là, il se relève, sauf que, bien sûr, le premier zombie que vous avez tué,
c'était un zombie normal, donc on va dire que c'est niveau menace, c'est troisième âge quoi, enfin c'est Papy 80 ans qui essaye de se déplacer sur ses deux jambes mais qui arrive à peine, donc voilà, et qui a limite un petit peu 3 grammes dans le sang quoi. Et là vous venez de réveiller un Usain Bolt, voilà, qui va venir sur vous et on va dire qu'il va pas vous faire des câlins. Et là c'est un peu plus compliqué. Donc si vous êtes dans cette situation, ce qui va se passer, c'est que là, vous avez pu passer au petit pistolet pour les petits zombies tout gentils qui ont de l'arthrite. Non, là, vous allez passer au fusil à pompe. Le problème, c'est que le fusil à pompe, c'est une des meilleures armes du jeu. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une des meilleures armes du jeu. Et qui sert pour les ennemis. Enfin, en fait, des fois, il est même, à la limite, je dirais, indispensable pour économiser ses autres balles. Et donc si... non, on va faire simple. Si vous n'utilisez pas vos balles de pistolet, vous utilisez vos balles de fusil à pompe. Si vous n'avez plus de balles de fusil à pompe, vous ne pouvez plus utiliser de balles de pistolet pour les hunters ou d'autres ennemis qui vous foncent dessus. Donc vous devez utiliser des balles d'autres armes beaucoup plus conséquentes. Mais, enfin, comme le lance-grenade, à la limite, voilà, non, c'est pas à la limite, mais admettons, on va dire que vous n'avez que le lance-grenade comme grosse arme. Et donc vous utilisez des grenades de lance-grenades contre les gros ennemis. Et si vous n'avez plus assez de grenades de lance-grenades, et ben contre les boss, vous allez douiller. Et oui, parce que tout a son utilité, il faut tout organiser et tout économiser. C'est le jeu de la patience en vrai. Il faut être très très patient dans ce jeu, et si vous n'êtes pas du tout patient, franchement passez votre chemin, parce que là c'est clairement ça. Et surtout les morts. À chaque mort c'est douloureux, hein. Oh la vache. Surtout quand elles préviennent pas. Que vous avez... vous voulez pas utiliser vos rubans encreurs, hein, pour certaines raisons. Ils sont assez rares quand même, les petits rubans. Et donc des fois vous passez genre 1 heure à jouer sans avoir sauvegardé. Et du coup, vous avez 1 heure en moins si vous mourrez, oui, parce que vous revenez à votre sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde automatique dans ce jeu. Vous allez réapprendre à bouffer du charbon. Et oui, là c'est fini les temps avec les sauvegardes automatiques où à chaque fois que vous passez une porte, ça sauvegarde. Et bah non, là chaque sauvegarde, c'est un grand moment. En fait, chaque sauvegarde est très importante. Puisque les rubans encreurs, vous les avez 3 par 3 normalement. Et moi après, ça c'est ma technique perso, hein, mais je ne sauvegarde pas si j'ai moins de 5 rubans encreurs, ou alors je sauvegarde vraiment en urgence. Voilà, enfin, c'est vraiment dans les cas où je suis contre un boss et que je veux pas mourir, tout simplement. Donc le plus courant... Non, 5, non, pas 5, on va dire 3 plutôt. 3 c'est pas mal. 3 c'est déjà bien, ça vous donne une longueur d'avance, et vous pouvez toujours en utiliser 2 ou même les 3 justement, au cas où, jusqu'aux 3 prochains rubans encreurs, si vous êtes dans la merde après, parce que ça part très vite, du coup, si vous sauvegardez assez souvent. Et chaque fois que vous en trouvez des rubans encreurs, je vous dis que c'est la joie, hein. Et donc ça vous donne un peu ça vous redonne un côté où vous satisfaisez des petites choses. Et c'est ce qui me fait penser que les jeux, en fait, devraient apprendre à être un peu plus humbles au niveau des objets qu'on nous donne, des armes qu'on nous donne, et même tous les items, en tout cas, qu'on trouve. En tout cas, bah, après, ça dépend aussi le style de jeu. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Je vais reprendre Call of Duty, mais non, c'est pas vraiment un bon exemple. Mais on va dire... Oh, j'ai pas d'idée, hein. Bah, dans des RPG, voilà. Très gros exemple. On va prendre l'exemple, on va dire Skyrim. Skyrim, amasser des objets par centaines, c'est presque normal en fait. Enfin, c'est normal. C'est pas presque normal, c'est normal. C'est le but du jeu. Enfin, c'est pas le but du jeu, mais enfin, vous comprenez, c'est dans l'essence du jeu. C'est un RPG et on doit amasser beaucoup d'objets pour pouvoir faire du craft ou alors les revendre. Et ensuite pouvoir réavoir des objets qui vont nous faire améliorer notre personnage avec des meilleures armures, ou même des meilleures armes. Par exemple,
même si beaucoup ne les aiment pas, mais au début, vous allez battre des dragons dans Skyrim. Enfin, au début, même tout le long du jeu. Et certains n'utilisent pas les os et les écailles de dragon. Mais vers la fin, à un moment quand vous allez bien pex, eh bien vous allez voir que au niveau forgeron, niveau, je sais plus si c'est niveau 100, ou 90 ou je sais plus, mais en tout cas un très haut niveau de forgeron, vous pouvez prendre vos écailles et vos os de dragon pour pouvoir faire des armures de dragon, qui sont des armures légères très puissantes. En tout cas dans le jeu vanilla, hein, parce que sinon dans le jeu modé, bon là c'est... Voilà. Et donc, tout ça, ça fait partie du jeu. Et dans Resident Evil, si on aurait ça, ce serait bancal. Voilà. Même si on amasse beaucoup d'objets dans Resident Evil, bah, y a certains objets qui ont une certaine rareté, mais qui ne sont pas forcément précieux, mais qui ont une utilité qui, dans le jeu actuel, enfin dans le jeu vidéo actuel, nous paraît basique. Enfin, sauvegarder, franchement, dans un jeu, moi je me dis, c'est le truc de base, mais avant ça ne l'était pas forcément. D'avoir un objet attitré à cette fonction et qui nous limite là-dedans, ça augmente un peu le stress d'un côté, qui nous fait dire qu'il ne faut pas perdre, puisque si on perd, c'est pas très bon, parce que là, sinon on va le payer cher. Ce qui donne aussi un peu une force à la mort, puisqu'on va devoir refaire des choses qu'on n'a pas faites avant. Même si je crois que le jeu en soi est punitif en vrai sur la mort, mais pas tant que ça, puisque tout simplement, quand vous avez passé 1 heure sur Resident Evil, elles sont assez simples à rattraper, parce que généralement ça va être de l'organisation et à avoir, et si vous avez de la bonne organisation, vous pouvez tout reprendre en 15 minutes. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé une fois, parce que je connaissais pas le jeu, du coup j'ai essayé d'explorer tout, de voir dans certains recoins, d'utiliser des objets sur d'autres objets, ou même certaines énigmes qui au début peuvent paraître difficiles, mais quand on les a faites une première fois, d'un coup ça paraît un peu moins. Donc on prend beaucoup moins de temps à rattraper tout ce temps justement perdu. Mais voilà. Donc cet inventaire, pour revenir à l'inventaire, bah j'ai pas grand chose à dire en plus dessus. Même si moi ce que j'aime bien c'est vraiment que tout soit sa place. Donc au début je mets les sprays, ensuite je mets les mélanges d'herbes, ensuite je mets les herbes, ensuite je mets les armes, ensuite je mets les munitions, et ensuite je mets les objets, ce que j'appelle les objets de quête. C'est les objets qui vont nous servir juste pour une fonction, comme par exemple une clé. Une clé ça nous sert juste à ouvrir des portes, ça va pas nous servir à autre chose. Et même les clés sont un bon moyen de gestion, puisqu'on peut tout simplement ouvrir la porte. Enfin, quand je dis ouvrir la porte, c'est l'ouvrir avec la clé, quoi, tout simplement. Mais ne pas passer à travers la porte. J'ai plus le mot. J'ai plus le mot, mais bon, voilà. Ça va peut-être me revenir un moment. Et donc ensuite, on peut revenir à notre inventaire, même si ça prend un certain temps. Ça va prendre 1 minute ou 2. Et de reposer la clé pour nous donner une place en plus, pour peut-être prendre une arme en plus ou autre, et on s'organise comme ça tout simplement. Et ça c'est franchement un aspect que je trouve réussi dans le jeu et qui passe bien, mais ça c'est sûr que ça sera pas au goût de tout le monde. Si vous êtes habitué aux jeux nerveux, dans le sens où ça explose de partout, des trucs comme Overwatch, ou même Call of Duty, pour prendre toujours cet exemple, et bah ça sera pas votre tasse de thé. Mais après, à part si vous êtes assez flexible dans vos goûts de jeu. Enfin, après, je ne dis pas que c'est moins bien ou mieux ou quoi, c'est juste différent, tout simplement. Et donc, pour revenir sur Resident Evil, au niveau de l'inventaire, non, il y a ça, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, au niveau des objets, je pense que j'ai à peu près tout dit aussi. Niveau d'histoire, je vais pas trop en parler, parce que j'aimerais bien en fait, franchement, je vais vous dire une chose, je vais vous confier quelque chose, hein, un petit truc, c'est si j'arrive
à donner envie à quelqu'un de jouer au jeu, alors là, j'ai réussi ma mission, mais à un point, mais incroyable. Mais du coup... non, bah je crois que c'est à peu près tout. Les énigmes, les caméras. Est-ce que je vous ai parlé des caméras? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Si, je vous en ai parlé. Oui. Ça c'est le moment où vous allez un peu vous faire chier, où je commence à faire l'inventaire. Justement, pour revenir. Les ennemis sont assez variés, mais sont simples. Enfin, simple. On va dire que c'est pas comme le 5 ou le 6 où ça va être des monstres, voilà, des monstres avec des monstres biologiques avec des tentacules partout, même si bon, il y a un monstre à tentacules dans le premier, mais voilà, avec des tentacules, des ailes en peau humaine, des trucs comme ça, avec des grosses métamorphoses, parce que ce virus qui est le virus T est plutôt simpliste. Donc dans les ennemis, par exemple, il y a des zombies, voilà, des zombies assez normaux, et on aura aussi des chiens, enfin des cerbères, on appelle ça des cerbères, des chiens zombies, et tout un petit panel d'autres ennemis comme des corbeaux ou autres, et des petites originalités qui sont pas mal, que moi j'ai bien aimé. Après le jeu c'est aussi c'est une sorte de huis clos, mais il y a des endroits où on s'échappe un peu pour aller dans la cour qui va nous donner une résidence. Et dans cette résidence, il va se passer encore des choses, qui va nous donner un laboratoire. Et on va revenir encore dans le manoir, et on va revenir dans la résidence pour se rendre compte qu'il y a des passages secrets et tout. Et tout ça, ça nous mène à un point que j'avais pensé, mais que j'allais oublier, qui est très important. C'est le sentiment de liberté. Et oui, alors que le jeu peut paraître assez linéaire en soi, eh bien, je trouve que pas du tout. C'est pas du tout un jeu de couloir, même s'il y a beaucoup de couloirs, justement. Et qu'on doit souvent se balader dans la map, et qu'on côtoie souvent cette map, mais qu'il y a des modifications à chaque fois qu'on y revient. Et même, il y a toujours une appréhension qu'il y a un ennemi qui arrive ou quoi. Et donc ensuite, ce manoir, d'un côté, on y passe tellement de temps dedans que, je sais pas, on s'y attache un peu. Enfin, moi en tout cas, je m'y suis attaché à ce petit manoir qui est, dans ce grand manoir, ce gros bordel, qui franchement, je sais pas si je pourrais pas faire une carte, en fait, tout simplement, de ce manoir, tellement je l'ai côtoyé, avec plein de choses, tout ça. Mais le fait que le jeu soit pas du tout linéaire, qu'on n'ait pas d'objectif, par exemple, là faut vraiment écouter les cinématiques, ou en tout cas faut vraiment être assez, ou faut lire les trucs, et oui c'est impressionnant, attention, c'est pas comme, alors là je vais encore prendre l'exemple, c'est pas pour dire que c'est nul, mais voilà, c'est différent, c'est pas comme dans Skyrim où comme il y a beaucoup de quêtes, et que c'est pas juste une histoire linéaire, on va mettre les points sur les cartes pour dire c'est là-bas. Non, là dans Resident Evil, on vous dit dans les cinématiques, ou même vous déduisez que c'est là-bas, ou alors vous devez explorer, tout simplement, et vous y allez. Voilà, c'est ça. Et le plus courant, c'est juste, vous avez une clé, vous avez une nouvelle clé. Imaginons, vas-y, je vais inventer une nouvelle clé, on va dire la clé ventilateur, parce que j'ai un ventilateur devant moi. Donc vous allez à la clé ventilateur. Dans le manoir, vous êtes passé devant des pièces, devant des portes. Et ces portes, vous avez vu, je sais pas, il y a la clé livre, il y a la clé poster, et il y a la clé ventilateur. Donc à chaque fois que vous avez, à chaque fois que vous avez une nouvelle clé, admettons cette fameuse clé ventilateur, vous allez ouvrir la porte pour découvrir ce qu'il y a. Et ensuite, quand vous allez découvrir toutes ces zones, vous allez peut-être trouver une nouvelle clé, à la suite d'un boss ou autre, et là ça va être la clé livre. Ensuite vous allez pouvoir découvrir toutes les zones livres, et là hop là, vous allez découvrir une nouvelle zone secrète
qui va déboucher sur une autre zone, et là vous allez encore avoir une clé. Qui, imaginons, la clé poster, voilà. Là vous allez pouvoir tout faire poster, et voilà, vous voyez le rythme du jeu. Et je trouve que ce rythme est franchement bien tenu, c'est soutenu, et j'ai pas ressenti la répétition là-dedans. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un bon coup. C'est un très bon coup d'avoir pensé à ça et de pas avoir bêtement mis des objectifs. Mais je crois que les jeux étaient étaient faits comme ça à l'époque. Donc c'était sûrement normal à l'époque. Mais maintenant ça donne une vague de fraîcheur. Voilà, dans tout ça. Et ça nous élève un peu intellectuellement en tant que joueur. Ça nous fait dire ah, j'ai découvert ça par moi-même. Donc on se sent un peu détective en soi. Et on se chie dessus en même temps. Dans le même temps. Du coup, voilà. Après, non, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Avec tout le bien que j'y ai dit. Et ouais. Après, les suspicions envers certains personnages, voilà. Ça dépend aussi le personnage qu'on prend. Si on prend Jill ou Chris, le jeu sera différent. Déjà, ce sera une difficulté différente, même si on peut choisir facile, normal, difficile, mais bon, voilà. Ce sera une difficulté différente, puisque Chris a moins de place dans l'inventaire, donc c'est beaucoup plus difficile de le jouer pour s'organiser dans le manoir. Mais après, c'est difficile et en même temps c'est différent. Voilà, je commence à me répéter, c'est pas bon ça. Et aussi, d'un côté, chacun a sa propre façon de jouer à Resident Evil. Ça c'est bien, c'est beau. Certains seront plus explorateurs, d'autres plus à la va-vite, qui vont un peu s'en foutre et qui vont donc peut-être passer certaines choses. Ou certains qui vont être beaucoup plus directs ou plus terre à terre, voire moins réfléchis. Pour prendre un exemple, moi au moment je me disais, il y avait un boss qu'on pouvait battre avec une technique avec un poison. Voilà. Je vais essayer d'être flou pour pas trop spoiler. Comme ça, il y a que ceux qui ont joué qui vont comprendre. Et donc, ce boss, on peut le tuer avec un poison. Mais pas que. On peut aussi le tuer avec le lance-grenade, justement. Et toutes nos armes. Mais, si on le tue avec nos armes, d'une, on perd des munitions, mais de deux, on perd une cinématique. Et oui. Parce que si on asperge le poison sur l'ennemi, avant, mais déjà faut confectionner le poison, faut faire tout ça, et, c'est long, mais c'est très, ça récompense bien. Et du coup, si on met le poison, on va avoir une cinématique qui est même très sympa, que j'ai trouvé très sympa, et on va avoir on va avoir plus de munitions au final, donc on va pouvoir appréhender le jeu d'une différente manière, d'avoir peut-être d'être un peu moins stressé sur certaines choses, mais aussi d'être plus réfléchi, de se sentir un peu plus grand. Donc c'est ça aussi après le but du jeu vidéo techniquement, parce que le jeu vidéo n'est pas juste quelque chose pour nous divertir, c'est quelque chose qui nous permet de découvrir une histoire, de nous mettre dans la peau d'un personnage, de nous mettre à l'épreuve. Mais tout ça, est-ce que ça aurait pas pour but de nous rendre plus grands ? Bon je vais vous laisser. Oh là là. Non, je venais de faire une phrase trop bien. Putain. Bon, c'est pas grave, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que c'est... Alors, je me suis grave inspiré des objections d'Ainke, pour ceux qui connaissent. Je sais même pas comment je vais appeler ça. Je pense que je vais appeler... je sais pas. Bon, je vais faire une trou à la rallonge là si ça continue. Donc on va tout de suite couper le pied à ça. Et je vais vous dire salut. Voilà. Je sais même pas si quelqu'un va écouter cet audio, mais bon, on va voir. À la prochaine s'il y en aura une. Au revoir.